tout le monde. Je propose de commencer, ça fera peut-être venir d'autres intervenants, et sachant que ce webinaire vous sera renvoyé par Nicolas par la suite. Il a vocation à planter un petit peu le décor sur comment remplir un dossier MDPH avec les particularités en lien avec les TND. Et moi, j'aime bien que ça soit interactif. Donc, quand il y aura le partage d'écran, je ne vous verrai pas forcément tous. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre et à prendre la parole si vous voulez réagir sur des slides ou quoi que ce soit. Et sachant que j'aimerais qu'on ait un petit temps d'échange à la fin pour qu'on puisse rebondir. Vous allez voir, je vais digresser un petit peu sur les parcours de scolarisation parce que qui dit remplissage d'un dossier MDPH, veut dire qu'à un moment donné, il faut mettre un petit peu ce qu'on entend et ce qu'on attend pour l'enfant. Donc, c'est bien d'avoir quelques bases. Mais là, c'est pareil, je rebondirai si nécessaire et si ça vous intéresse. Donc, le propos de ce webinaire, c'est de parler du certificat MDPH que vous connaissez clairement aussi bien que moi, mais d'essayer d'y intégrer un petit peu de notion du pourquoi on remplit un certificat MDPH, parce qu'à partir de là, on sera plus pertinent dans les demandes si on sait quoi mettre à quel endroit. Donc, hop, la MDPH ou la MDA, en fonction des départements, prône, c'est la maison du handicap qui est un droit fondamental qui est issu de deux lois, celle de 2005 et de 2013, concernant en particulier la refondation de l'école de la République et les inclusions scolaires qui en dépendent. Il faut savoir que la MDPH, elle résonne sur un modèle conceptuel qui s'appelle le modèle CIFS, c'est-à-dire la classification internationale du fonctionnement en santé, qui résonne de cette manière. Donc, il y a un problème en santé, un trouble, une maladie, une difficulté, qui est lié à des altérations de fonctions organiques ou de structures anatomiques qui vont avoir des répercussions en termes d'activité, ce que va pouvoir faire le patient, et donc de sa participation à une vie sociale. Ceci est conditionné par également, indépendamment des difficultés organiques ou d'une lésion anatomique, à des facteurs environnementaux et des facteurs intrapersonnels. Pourquoi ce détail en préambule? Parce que la MDA va réfléchir en trois niveaux. Un niveau lésionnel, c'est-à-dire l'altération de la structure ou de la fonction par une perte anatomique ou une altération de fonction psychologique, physiologique ou anatomique. Donc ça, c'est l'aspect lésionnel, qui va avoir un retentissement, et là, il faut s'intéresser à l'aspect fonctionnel, c'est-à-dire une limitation d'activité, partielle ou totale, qui va avoir un retentissement sur un aspect situationnel, c'est-à-dire une restriction à la participation de la vie sociale. Ça semble une évidence, mais clairement, c'est ce dernier point qui va beaucoup intéresser la MDPH par rapport à l'accomplissement du rôle social de l'enfant ou de tout adulte pour lequel on sollicite la MDPH, ce rôle social va être mis en parallèle par rapport à une notion de normalité en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Donc, vous voyez, c'est pas uniquement dire que il n'a plus de bras. Ce qui va intéresser, c'est l'impact situationnel pour cette personne. J'insiste un petit peu lourdement parce que, en particulier par rapport à ce qu'on va aborder, qui sont les demandes d'aide financière, c'est vraiment par rapport à ce côté social et impact qu'ils vont raisonner. Donc, dans le CIF, constitue un handicap toute limitation d'activité ou de restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en situation d'altération de fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Mais vous voyez bien que la définition du handicap par la MDPH est une restriction de participation à une vie en société et non pas une limitation d'activité. Donc, on va avoir une subtilité entre le diagnostic et la notion de handicap. Le diagnostic va partir d'une altération de fonction, donc une déficience, qui va entraîner une limitation d'activité qui va être identifiée comme une incapacité. Et cette incapacité va entraîner un désavantage par rapport à la vie sociale.
Est-ce que ces petites subtilités vous parlent? Bon, on va dire que Oui, oui. oui, oui. Donc, pour remplir un dossier MDPH, vous savez aussi bien que moi qu'il y a la partie administrative remplie par les familles et la partie qui nous concerne, nous, en tant que médecins de l'enfant. Et c'est ça que je vais détailler. Mais toute demande de la MDPH comprend ces deux volets, en plus d'un GVASCO pour l'enfant, on va revenir là-dessus, une photocopie de la pièce d'identité, une justificative de domicile. Dans la partie administrative, il y a quand même néanmoins quelque chose sur lequel j'insiste systématiquement avec les familles, parce que la MDPH, elle ne rencontre pas l'enfant. Donc, elle va devoir se faire une idée des restrictions, des incapacités et de l'impact, en particulier social, de la situation par trois biais. Elle va avoir besoin de notre certificat médical, qui va donc identifier l'incapacité. Elle va avoir besoin du GVASCO qui est rempli par l'école et qui va donner un reflet des difficultés rencontrées par l'enfant dans le champ scolaire. Et dans cette partie administrative du certificat de la MDPH, il y a une partie, page 7, si je me souviens bien, qui est retentissement sur la vie familiale. Et ce n'est qu'à cet endroit-là que les familles pourront insister sur l'impact de la difficulté de l'enfant dans leur vie quotidienne. Et c'est à partir de ces trois retours, la partie médicale, la partie scolaire et la partie familiale, que la MDPH va statuer. Si on veut aller sur une demande financière, il va falloir que l'on prouve que les difficultés ou l'incapacité de l'enfant a un retentissement dans au moins deux champs de vie de l'enfant. Donc le GVASCO va objectiver les difficultés dans le champ scolaire. Nous, on va introduire dans notre dossier médical les impacts autres, par exemple social ou autre, mais le troisième champ qui va être exploré, c'est via cette page 7 de certificat administratif où les familles parlent du retentissement familial. Et donc, à chaque fois, j'insiste sur les familles pour qu'elles parlent bien avec leurs propres mots, qu'elles ne fassent pas des copier-coller des différents comptes rendus qu'elles ont, parce que ça, la MDPH l'a déjà. Mais dans le quotidien, qu'est-ce que ça fait d'avoir un enfant qui a, par exemple, un diagnostic de TDAH? Quels sont les aménagements, les compensations qu'ils ont mis dans leur vie de famille pour pallier aux difficultés de l'enfant? Pareil pour un enfant qui a un trouble des coordinations ou un enfant TSA. Quels sont les aménagements qu'ils ont mis presque intuitivement en place dans leur quotidien pour pallier aux difficultés? Donc cette page, elle est primordiale et si elle n'est pas bien remplie, bah, la MDPH peut te dire que sur le plan familial, il n'y a pas d'impact, ce qui restreindra la possibilité de faire une demande d'aide financière. Dans le dossier, on doit avoir donc toutes les pathologies présentes répertoriées, qu'elles soient princeps ou en termes de comorbidité à la situation principale. Quel est le retentissement dans la vie quotidienne? Vous pourrez le mettre, mais bien insister auprès des familles qu'elles remplissent bien cette page 7 du dossier administratif. Et il faut partir du principe que la MDPH ne voit pas l'enfant. Donc, si elle doit pouvoir trouver dans ce dossier toutes les réponses qu'elle se pose. Le GVASCO, je passe vite, mais c'est un document qui est rempli par l'école, souvent lors des équipes éducatives. Et vous n'avez pas besoin forcément de l'avoir quand vous remplissez votre certificat médical, mais néanmoins, c'est une aide précieuse comme on va le voir. Et si la famille a sollicité la MDPH en premier et que ce n'a pas été une demande de l'école, ce document sera demandé par la MDPH à l'école. Donc, de toute façon, ils ne peuvent pas traiter un dossier sans l'avoir. Sur notre certificat médical, l'idée, c'est que je vais reprendre page par page pour vous indiquer un petit peu les choses que vous pouvez mettre en fonction de la situation de l'enfant. Sur cette page initiale, vous allez avoir peu de choses à remplir, puisqu'en fait, vous allez avoir à remplir que la partie du nom et du prénom. Cette zone-là n'est pas à remplir par vous, parce que, en fait, c'est le résumé rempli par la famille des aides qu'ils demandent. Quand c'est informatisé, ils ne peuvent pas s'en rendre compte, mais quand c'est un certificat manuscrit, il ne faut pas que ça soit la même écriture sur cette petite case-là que sur le reste du dossier du certificat médical. Dans ce certificat, donc, il faut qu'il y ait le diagnostic et le pronostic, le projet thérapeutique, donc qu'est-ce qui est prévu pour cet enfant, s'il y a des traitements en cours,
et les aides qu'il vous semble pertinent de mettre en place. Soit elles le sont déjà, vous le signalez, soit vous argumentez votre demande. Et les informations que vous allez fournir doivent amener des réponses en termes de possibilités de déplacement, des possibilités de communication, des possibilités de cet enfant en termes de motricité fine, de fonctionnement cognitif, et, vous l'aurez compris, en qualité de relation avec ses pairs ou avec les adultes. Pour pouvoir aller chercher ces informations à agrémenter dans votre dossier médical, vous pouvez vous baser sur le bilan psychomoteur où est toujours indiqué si les déplacements peuvent se faire en sécurité ou pas, en autonomie ou pas. La communication, vous allez vous baser sur le bilan ortho. La motricité fine, l'autonomie dans la vie quotidienne, c'est les bilans ergo qui vont vous apporter ces résultats. Le fonctionnement cognitif va être détaillé dans le bilan neuropsy. Et les qualités de relation, s'il y a un bilan psycho, vous allez trouver des réponses. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une complète et avoir tous ces bilans-là pour remplir un dossier MDPH. Mais c'est les différents bilans sur lesquels vous pouvez vous appuyer s'ils existent pour remplir le dossier. Et il faut que, à la fin de votre certificat médical, les renseignements concernant les retentissements sur la sécurité, la vie quotidienne, la vie domestique, la vie sociale familiale et le retentissement sur la scolarité apparaissent clairement. Donc, gros challenge parce que forcément, il n'est pas forcément très intuitif. Ça demande donc une démarche un petit peu longue avec une consultation initiale avec l'enfant pour que vous puissiez planter le décor et savoir ce que la famille attend de ce dossier MDPH. Donc, la cotation que vous pouvez utiliser à ce moment-là, c'est une cotation complexe à 69,12 €, c'est l'ALQP 006. Ça vous permet de pré-remplir le dossier. Vous vous basez sur donc les GEVASCO si vous l'avez en votre possession et les différents bilans paramédicaux que vous avez et le retour des parents. Et la consultation finale où vous allez donner en main propre ce certificat, puisque ce certificat est fourni à la MDPH par la famille, puisque c'est la famille qui sollicite la MDPH, donc ce n'est pas vous qui l'envoyez. Si c'est le premier dossier MDPH, vous pouvez coter une cotation complexe MPH. Le document doit être remis, si possible, en main propre aux parents, mais gardez toujours une copie dans votre dossier médical, dossier professionnel, parce que si la réponse de la MDPH refuse ce que vous avez demandé, il y aura un recours à faire et vous pourrez vous baser sur votre copie pour argumenter ce qui semble être non autorisé ou non accepté. C'est pas quelque chose qu'on fait fréquemment non plus, mais vous pouvez tout à fait contacter directement le médecin de la MDPH par mail ou par téléphone pour argumenter votre dossier si vous trouvez que la réponse n'est pas adaptée ou qu'il y a un caractère d'urgence à la réponse. Ça permet de faire accélérer certaines procédures. Donc, là, je reprends page par page le contenu du dossier. Donc, sur la page de garde, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, c'est la famille qui le remplit. Elle doit abonder dans vos demandes. Elle doit remettre en place à cet endroit-là ce que vous demandez. Donc, là, j'ai listé tout ce qui peut apparaître comme demande dans un certificat MDPH. Il faut savoir que l'AESH, donc l'aide humaine, passe forcément par la MDPH. Un maintien en maternelle également. Les maintiens en primaire, collège ou lycée, qui sont rares, se font à la discrétion de l'établissement ou à la demande des familles. Mais tout maintien en maternelle, en particulier en grande section, passe par un dossier MDPH. Les notifications de parcours de scolarisation ULIS ou de parcours de soins CESAD, UEM, IME, ESAT et autres sont à la demande se font par une demande MDPH, donc ils doivent apparaître à cet endroit-là. Tout comme si on est face à un refus scolaire anxieux, il faut que la notification de CNED, la demande de CNED apparaisse là. Donc il faut vraiment que la famille sache ce que vous demandez et le rebascule à cet endroit-là.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Moi, il m'arrive parfois quand je remets le certificat MDPH à la famille, je leur fais remplir ça en temps réel lors de la consultation, en disant, voilà ce que j'ai demandé, est-ce que vous êtes d'accord? Ben, remplissez ce cadre-là. OK? Ok. OK. La deuxième page. Alors, je vais probablement enfoncer des portes ouvertes, hein, mais je me suis dit que c'était plus simple de partir page par page. Et n'hésitez pas à poser des questions ou à faire des remarques par rapport à ce que je vous présente, hein. Donc là, bah, ça pose le cadre. Donc, on doit mettre la pathologie principale. Si on n'en est pas au stade d'avoir un diagnostic de posé, ça peut arriver. Bah, dans ces cas-là, on met un diagnostic fonctionnel et pas forcément un diagnostic académique. Et que vous pouvez développer, argumenter dans cette case-là. Sur l'histoire de la maladie, la partie antécédent en rapport avec le handicap, là, ils veulent savoir s'il y a un facteur de risque de troubles du neurodéveloppement. Donc, on reprend les facteurs de risque de la publication HAS. Et donc, on peut indiquer s'il y a un RCU, donc un retard de croissance intra-utérin, c'est-à-dire un poids de naissance inférieur à 2,5 kg, ou a fortiori encore inférieur. Si l'enfant est né prématuré ou pas, c'est-à-dire une naissance à moins de 37 semaines. S'il y a un contexte comorbide en cours de grossesse, si par exemple il y a une exposition à certains médicaments, à certains toxiques, si il y a eu une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine avec une souffrance fœtale. Et ce qui est intéressant aussi, parce qu'il y a une forte héréditabilité dans les TND, savoir s'il y a déjà des TND dans la famille. Oh, il y a du Larsen. Est-ce que quelqu'un a oublié d'arrêter son micro? OK. Euh, Est-ce que... Alors, je suis toujours très embêtée pour répondre à date d'apparition et origine. Euh, En règle générale, je ne mets rien dans la partie origine, circonstances d'apparition, et je mets que ça évolue depuis plus de 5 ans quand l'enfant a plus de 5 ans, ou de 1 à 5 ans si l'enfant est inférieur à 5 ans. Ensuite, au niveau de la description clinique, ça peut sembler... Pardon, est-ce qu'il y a une question? Non. Dans la description clinique, essayez d'avoir un raisonnement un peu systématique, c'est-à-dire, première ligne, je mets plutôt les éléments en rapport avec le langage, la communication et les relations sociales, puisque vous avez vu en préambule, les conséquences sociales des difficultés de l'enfant sont très, très importantes pour la MDPH. Dans le deuxième item, je vais aller documenter l'hypothèse diagnostique. Donc là, par exemple, la résistance au changement, trouble de la sensorialité, intérêt restreint, stéréotypie, c'est quand j'évoque un trouble du spectre de l'autisme. Sinon, si on évoque quelque chose de l'ordre d'une dyspraxie, par exemple, je vais mettre des difficultés en motricité fine et à l'utilisation des objets. Donc, la première ligne, plutôt la communication des relations sociales. La deuxième ligne, les signes cliniques du diagnostic principal. Si on est sur du TDAH, c'est là qu'on le mettra, par exemple, difficulté attentionnelle, difficulté à suivre une conversation jusqu'au bout, oubli fréquent, mise en danger. Et la dernière ligne, je mets souvent fatigabilité, enfin les choses plutôt psychiques, manque de confiance, mésestime de soi, fatigabilité, parce que ce sont des éléments qui sont importants, qui peuvent sembler, nous, anecdotiques de notre regard médical, mais qui sont un reflet de la vie quotidienne de l'enfant. Donc, je vais plutôt sur les difficultés thymiques. Pour remplir cette description clinique, vous pouvez vous baser sur les différentes évaluations que vous pouvez avoir de l'école. Oui, Charlotte, j'ai vu que tu avais une question.
de l'école, des différentes équipes de soins qui tournent autour de l'enfant ou de ce qu'ont pu écrire les parents dans le reflet de leur vie quotidienne. Charlotte, j'ai vu que tu avais une question. Oui, et dans la partie juste au-dessus, là, pour un enfant indiquer la présence éventuelle d'un retard dans les acquisitions principales, tu mets Là, rien? Ouais. alors ça dépend s'il y en a. Par exemple, pour un trouble du langage, je vais mettre retard de parole ou de langage, premier mot à tel âge ou phrase ou non communicant en petite section. Euh, S'il y a un retard, je le pointe à cet endroit-là. Marche à 24 ou 30 mois. Voilà. S'il n'y a pas de décalage, je mets rien. Ok, Mais il y a souvent un décalage. Mais en fait, j'identifie le décalage par rapport au diagnostic principal. ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette page-là ou je passe à la suivante? Suivante? OK. Alors, sur cette page-là, je suis toujours embêtée pour répondre au petit carré là du haut. Et souvent, je coche non défini. Parce que par définition, un trouble du neurodéveloppement peut ne pas être isolé, mais avoir des difficultés qui apparaissent secondairement. Donc, quasiment systématiquement, je mets non défini. Dans la case compte rendu, je liste tous les bilans qui ont été faits auprès de l'enfant et je note les comptes rendus qu'on en attend. Parce que si le dossier est envoyé sans ces comptes rendus, il ne sera pas étudié, puisqu'il y aura une demande de pièces complémentaires, donc du retard encore dans le traitement du dossier. Et il m'arrive assez fréquemment de mettre un post-it aux parents à cet endroit-là en disant il faut joindre ça, ça, ça et ça pour les tenir un peu par la main. Compte rendu de l'orthophonie, psychomote, voilà. Mais c'est primordial que soient listés tous les documents qui sont envoyés par les parents. Déficience sensorielle, ben là, vous mettez s'il y a eu un avis ophtalmo, un avis ORL, euh, en précisant s'il y a un port de lunettes, si l'audiométrie est normale, s'il y a un syndrome d'apnée du sommeil. Donc là, c'est important également de le vérifier et de le documenter. Parce que si vous faites un dossier, par exemple MDPH, sur un retard de langage, si là, vous ne documentez pas qu'il y a eu un avis ORL avec une audiométrie normale, le dossier sera retaclé, on demandera des pièces complémentaires. Donc, en règle générale, tout dossier TND, tout dossier MDPH envoyé pour un sujet TND, vous devez pouvoir mettre normal, normal, ou, mais il doit y avoir eu un bilan ORL et un bilan ophtalmo. OK? Dans cette partie-là, la cinquième partie, traitement et prise en charge thérapeutique, ne pas oublier d'indiquer s'il y a des traitements. Alors, vous n'allez pas oublier s'il y a du méthylphénidate, un traitement thymique ou autre, mais pensez à la mélatonine, qui est un traitement en tant que tel. Même si c'est de la mélatonine en libération immédiate, donc sans prescription, ça veut dire que potentiellement l'enfant a des troubles du sommeil. Donc, ne pas oublier de les mettre. Si c'est un traitement méthylphénidate, dire s'il y a un impact sur l'appétit ou sur le sommeil. Donc, ne pas chanter cette partie-là. Dans la partie tout en bas, les prises en charge concernant les soins, bah là, on est sur des soins de structure. Donc, s'il y a un suivi, par exemple, à l'HDJ Galilée ou en CMP, c'est là que vous pourrez l'indiquer, même si le CMP apparaît de l'autre côté. Mais s'il y a un suivi pluridisciplinaire ou de niveau 2 ou 3, n'hésitez pas à l'indiquer à cet endroit-là. OK? Concernant la page suivante, donc c'est là que vraiment il faut prendre le temps. Parce que je rappelle, la MDPH ne verra jamais l'enfant. Donc, elle fait un point à un instant T grâce à votre certificat médical, mais qu'est-ce qui a été fait avant et qu'est-ce qui est prévu pour cet enfant? C'est dans cet encart-là que ça va pouvoir apparaître. Donc là, vous listez les suivis qui sont déjà en cours. S'il y a un suivi orthophonique, par exemple, avec une prise en charge orthoptique, ben, vous cochez en mettant bien les fréquences. Moi, il m'arrive de dire que c'est prévu mais que c'est pas fait. C'est-à-dire que ça fait 3 mois qu'on attend d'avoir une prise en charge en psychomotricité, par exemple. Et dans cet encart-là, je détaille. C'est-à-dire que si j'ai coché psychomotricité en mettant souhaité, là, je vais dire prise en charge en psychomotricité non faite par frein financier.
Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple, il y a une prise en charge orthophonique qui est préconisée depuis un an, mais qu'il est toujours sur liste d'attente, je vais mettre prise en charge orthophonique souhaitée, mais sur liste d'attente, pour aller étayer ça. Et si l'enfant est déjà pris en charge en orthophonie intensive, bah, on met orthophonie 2 fois par semaine. S'il a également un bilan psychomote, on le met. Et vous aimeriez, parce que cet enfant a déjà 3-4 ans de prise en charge orthophonique, il arrive sur son fin de primaire, que on étudie la pertinence de mettre en place un outil informatique pour compenser ces difficultés. Là, vous allez mettre euh, prise en charge en ergothérapie pour éducation matérielle informatique prévue. Ça, c'est ce qui est en cours. Si ça n'a pas été fait, le dire pourquoi. Et qu'envisagez-vous dans la suite? Idem, si l'enfant est en situation complexe et a besoin de plus de 2 rééducations, la question peut se poser qu'on demande une unité de soins type CESAD. Dans ces cas-là, c'est là qu'il faut l'indiquer. Je reviendrai après sur ce que veut dire CESAD, le pourquoi, le comment. Hein. Donc, mais tout ce qui va être soins prévus doit apparaître à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? D'accord. Moi, j'ai une question de Excusez-moi. j'arrive. Ah, je ne vois pas qui parle. Alors, moi, je vais dire moi après, mais. Bon, Nicolas, Vas-y, vas-y. Maria, je te laisse parler. Maria, je te laisse parler. Moi, je suis sur mon téléphone Oui. portable parce que j'arrive pas à la voir sur mon ordinateur, la réunion. Et c'est moins fonctionnel. Vas-y, Maria. Moi, j'ai une question. Ça va peut-être être abordé après. Vous en avez parlé un peu au début, mais je voudrais une liste avec tous les outils existants et tout ce qu'on pourrait demander pour un enfant. Ouais, ça arrive Par après, exemple, Maria. Oui, d'accord, super, merci. Ouais, j'aurais peut-être dû faire dans l'ordre inverse. Il faudra que je me penche sur la question. Je vais lister après ce qu'on peut demander en parcours de scolarisation ou en unité médico-sociale. Je vais les dérouler après. Nicolas, tu voulais poser une question? Oui, je voulais revenir juste. Bonjour à tout le monde. Je voulais revenir juste à la page d'avant. Ouais. Tu n'as pas évoqué spécialement est-ce que c'est intéressant de notifier des effets secondaires du traitement? J'ai l'impression que Oui, tu l'as pas oui, évoqué si, parce que je c'est l'ai pas dit. nécessaire ou c'est bien quand même? Moi, je pense que c'est important de le mettre Non, ok, très bien. dans cette partie-là. Et Ok, tu merci. peux même aller sur des contraintes supplémentaires d'horaire ou autre si c'est impactant pour l'enfant. Tu as des cases qui te le permettent à cet endroit-là. Ok. Très bien, merci. OK. Donc, je voulais dire qu'en type d'appareillage, bah, dans le champ des TND, on n'est pas très concerné. Donc, en général, je remplis jamais rien du tout là-dedans. Et sur la page suivante, le premier encart, là, le 6, il n'a d'intérêt que pour l'enfant plus grand. Donc, c'est très rare que je le remplisse parce que canne déambulateur, ou en tout cas, c'est pour des difficultés motrices, mais qui n'ont pas lieu d'être a priori dans les TND. Donc après, toute la suite du dossier va être essayer de se repérer dans l'intensité des difficultés de l'enfant. Donc en termes de mobilité, manipulation, capacité motrice, il va souvent être indiqué des difficultés qui vont relever du B, c'est-à-dire réalisé avec difficulté, ou du C, réalisé avec une aide. Donc souvent, marcher n'est pas le problème. Se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur, pas de problème. Donc on coche souvent A. Par contre, dès qu'on va aller sur des enfants qui vont être dyspraxiques et ou dysgraphiques, là, il va falloir être en capacité d'identifier l'appréhension de la main dominante et non dominante et la motricité fine qui va être en particulier la graphie. Donc les 3 dernières lignes, là, souvent sont en B ou en C en fonction de la situation de l'enfant. Et si ça ne vous semble pas bien correspondre, n'hésitez pas à mettre une petite phrase explicative dans l'encart qui est spécifié là. Est-ce que c'est bon pour tout ce qui va être manipulation? Pour la communication, donc là, ça va concerner plutôt les retards de langage ou les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Ne pas hésiter à mettre B ou C quand il y a des difficultés de communication avec les autres. Donc, première ligne, c'est souvent B ou C.
Utiliser le téléphone, bah, ça va dépendre de l'âge de l'enfant, bien évidemment. Et est-ce qu'il y a des appareils ou des techniques de communication si, par exemple, enfin, en règle générale, cette case-là ne va être que pour les enfants qui sont en mode de communication type, avec pictogramme, type Makaton et autres. Donc, en gros, vous ne serez pas concerné par cette ligne-là. La ligne suivante, le recours à l'aide humaine, interprète, interface, dans les retards de langage, c'est très important de cocher oui, parce que la famille, par exemple, les parents vont servir souvent de traducteur si l'enfant a du mal à communiquer ou à verbaliser. Donc, c'est pareil, ne pas hésiter à dire enfin, la famille aide l'enfant à s'exprimer ou enfin, préciser qu'il y a une aide extérieure à la fiabilité de la communication parce que ça appuiera votre demande pour une aide humaine à l'école. D'accord? Je passe à la page suivante où là, on va aller sur la partie plutôt cognitive. Donc, la partie cognitive, pour pouvoir répondre à l'orientation dans le temps, dans l'espace, la gestion du sécurité et la maîtrise du comportement, s'il y a eu un bilan neuropsychologique ou psychomoteur… Ah, il y a une question. Nicolas, tu veux poser une question? Ouais, il n'y a pas d'urgence, mais bon, alors, je te coupe du coup. Il y avait marqué codeur LPC, c'est quoi? C'est pour les enfants muets, donc ça ne nous Ok, concerne pas. ok, merci. Derrière. Donc, orientation de temps et l'espace, vous allez l'avoir dans tous les bilans psychomotes. Donc, vous pouvez interroger les parents aussi, hein, ça va plus vite. Mais si vous êtes en difficulté ou si la réponse des parents ne vous semble pas pertinente, n'hésitez pas à vous appuyer sur les bilans psychomotes. La gestion de la sécurité personnelle, c'est par exemple un enfant qui va se mettre en danger par impulsivité. Est-ce que la maman doit tenir la main de l'enfant quand elle se promène dans la rue? Voilà. Si la maman dit ah oui, oui, parce qu'il va traverser, ben là, vous cochez que c'est C, c'est-à-dire l'enfant seul ne peut pas gérer sa sécurité. L'école qui vous dit il se met en danger, c'est C. Maîtrise du comportement, ça va être tout ce qui va être trouble du comportement, colère ou isolement. Vous le documentez, vous essayez de le préciser en vous basant sur le bilan neuropsychologique ou en termes de cognition, de bilan de la cognition mathématique. Donc là, pour vous aider à remplir cette case-là, c'est bilan psychomoteur et bilan psychologique ou neuropsy ou bilan de la cognition maths. Ça va être les reflets des difficultés cognitives de l'enfant. Et en termes émotionnel comportemental, c'est là que je vais mettre quand l'enfant manque d'estime de soi, quand il est anxieux, quand il est déprimé, quand il fait des colères ou des crises disruptives. C'est sur cet encart-là que ça doit être marqué. Et là, vous pouvez vous aider, si vous l'avez, bien sûr, du GVASCO ou du compte-rendu du psychologue. Donc, tout ce qui va être fonction cognitive, c'est l'encart du haut. Tout ce qui va être relation, émotion et timide, ça va être l'encart du bas. Très important de cocher cette partie-là, puisque vous aurez compris que la MDPH va raisonner en termes social. Est-ce qu'il y a un retentissement des difficultés qui ont été identifiées précédemment sur la vie familiale ou sociale? Donc là, n'hésitez pas à cocher oui. Il ne faut pas mentir, mais n'hésitez pas à cocher oui. Est-ce qu'elle sait lire, écrire, calculer? Ben ça dépend de l'âge de l'enfant, mais en règle générale, je coche souvent oui. Ça ne va pas être impactant dans l'analyse du dossier. Et l'encart entretien personnel, ben forcément, c'est pour l'enfant un petit peu plus grand à partir du milieu de primaire. Mais c'est très important de pouvoir dire si c'est facile ou pas facile, ou s'il y a besoin d'une aide extérieure. Donc là, vous détaillez, est-ce que la maman doit continuer à l'habiller? Est-ce qu'elle peut prendre sa douche seule? Est-ce qu'il va aux toilettes et est capable de s'essuyer?
Ça va documenter les difficultés de la vie quotidienne que les parents auront identifiées sur leur partie page 7 du document administratif. OK? Pas de questions par rapport à cette page? Je passe à la suivante. Cette partie-là, je la remplis très, très rarement parce que ne peut être concerné que des enfants de plus de 16 ans ou des adultes. Donc, c'est rare que je la remplisse. Et là, il y a 2 encarts qui sont primordiaux. Donc, vraiment, ceux-là, il faut prendre le temps de bien les remplir parce qu'ils sont un peu piégeants. La première partie, c'est le retentissement social et familial. Donc, vous aurez compris que c'est vraiment un critère clé pour la NDPH. Donc là, l'idée, c'est de savoir si la famille a un retentissement. Est-ce que ça a été source d'isolement? Est-ce qu'il y a des familles qui, avec un enfant autiste ou un enfant TDAH très, très hyperactif, ne va plus aller faire les courses avec l'enfant, ne va plus inviter des amis à la maison, ne va donc là, ne pas hésiter à indiquer que les difficultés d'enfant ont pu entraîner un isolement de cette famille. Rupture, c'est est-ce que le comportement de l'enfant a été source de conflits en intrafamilial ou dans les relations sociales de la famille? Autres, il faudra les préciser. Est-ce que, par exemple, une autre dimension, c'est la lourdeur des prises en charge de l'enfant ont parfois entraîné une maman ou un papa à diminuer son temps de travail ou à arrêter de travailler. C'est là qu'il faut l'indiquer, pour 2 raisons. D'abord, ça va situer l'intensité des difficultés rencontrées par cette famille. Et 2, ça va permettre d'ouvrir des droits à ce que cette personne qui a diminué son temps de travail soit reconnue comme aidant familial, qui est une autre dimension du dossier administratif. Et donc, il faudra encourager les parents à le remplir. Et ça ouvrira peut-être des droits à une aide financière. C'est par exemple, la famille n'a pas diminué son temps de travail, mais a dû embaucher quelqu'un pour faire les devoirs ou pour aller le chercher à l'école. Eh bien là, ça doit être indiqué. OK? Donc, l'aidant familial, oui, non. C'est-à-dire, est-ce que la maman ou le papa a arrêté de travailler et donc passe en aidant familial? Ou aidant familial, oui, non, on a embauché une tierce personne qui a un rôle d'aidant familial. Et donc, il faut le justifier à cet endroit-là. Le piège serait de mettre qu'il y a un aidant familial parce que la famille accompagne au rendez-vous ou fait les devoirs du soir. Non, ça, ce n'est pas un critère d'aidant familial. Aidant familial, c'est quelque chose qui se fait en plus de la vie quotidienne de toute fratrie. Quand vous avez un enfant qui a une prise en charge orthophonique, vous l'accompagnez à sa rééducation orthophonique. Ça, c'est normal. Si vous avez un enfant qui a 4 rééducations et dont les horaires de rééducation impactent sur votre vie professionnelle, là, vous êtes aidant familial. Si vous passez une demi-heure, 1 heure sur les devoirs le soir, vous êtes une maman ou un papa qui encadre les devoirs. Si vous devez encadrer les devoirs, y retourner le soir avant de se coucher, se réveiller plus tôt le matin pour faire réviser, là, vous êtes aidant familial. Donc, il y a une question qui est très subjective de temps passé par la famille qui sort d'un temps de normalité de prise en charge. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce distinguo. Et en tout cas, il faut que vous l'argumentiez. Si vous mettez aidant familial, maman, pourquoi aide aux devoirs et transport aux rééducations, ça ne marchera pas. Oui, Charlotte? À la rigueur, si on n'est pas trop sûr de notre coût, il vaut mieux mettre trop que pas assez. Et puis après, c'est eux, à la lecture du dossier, qui vont juger. Alors, eux, à la lecture du dossier, et vous, de bien préciser à la famille que sur leur page 7, vie familiale, ça apparaisse. Oui, qui détaille. Oui. Okay.
Parce En que fait, la, il faut la vraiment avoir une limite, elle est un cohérence. petit peu, elle est un petit peu tenue, la limite entre Complètement. parents standards et parents aidants, en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Donc, on D'où met, l'importance. eux, ils étayent et puis après, ils Ouais, étudient. Ok. voilà. Mais il faut que le dossier soit cohérent. Donc, tu ne peux pas mettre aidant familial la maman parce qu'elle te rapporte des choses et qu'elle, dans sa partie, elle ne met pas en avant l'impact que ça a dans sa vie quotidienne et sa vie pro et familiale. Oui. D'ailleurs, j'ai une autre question en lien. Tu sais, Oui, donc, quand on remplit les dossiers avec des personnes adultes, souvent on leur dit, ben, pour être sûr que le dossier réponde vraiment à vos besoins, vous pouvez vous faire aider d'une ou d'un assistant social. tout à fait. Là, ce serait quel professionnel qui pourrait L'assistance sociale accompagner? de la MDPH. D'accord. Ouais. En termes d'assistance sociale pour remplir ce dossier, tu peux vraiment encourager les familles à aller vers l'assistante sociale de la MDPH où il y a un temps d'accueil sans rendez-vous. Donc, ils ne sont pas Ok. obligés de prendre rendez-vous, ils peuvent se présenter et il y a vraiment un dispositif qui est créé pour ça et assez facile d'accès. Mais ça veut dire se rendre sur les lieux. Et sinon, il y a des assistantes sociales aussi au niveau des CMS, donc des centres médico-scolaires. C'est peu connu, mais ça peut être aussi une aide à solliciter pour les familles vulnérables, allophones ou autres. Ça peut être un moyen. Et tu as également des assistantes sociales dans les maisons de quartier, mais qui seront les assistantes sociales des centres médico-scolaires et des quartiers seront moins au fait des particularités du dossier MDPH. Donc, moi, j'encourage surtout à se rapprocher de la MDPH, des assistantes sociales de la MDPH. Ok, merci. De rien. Donc là, c'était pour la partie familiale. N'hésitez pas aussi à indiquer s'il y a des retentissements dans la fratrie. Je pense surtout aux enfants soit très, très, très hyperactifs, impulsifs, ou aux enfants autistes, parce que ça peut générer des conflits intrafamiliaux. Il peut y avoir de la violence intrafamiliale, verbale et ou physique. Ne pas hésiter à l'indiquer dans cet encart-là. OK? Donc, voilà pour la partie familiale et la partie scolaire. Parce que, voilà, on ne va pas se cacher, souvent, les parents vous sollicitent pour remplir le dossier MDPH pour une demande d'aide humaine ou d'aide financière. Pour l'aide humaine, c'est là que vous devez appuyer la demande d'aide humaine faite par l'école et la famille en explicitant pourquoi vous pensez que la présence d'une aide humaine serait importante. Donc là, il y a une coquille dans mon diaporama. Ah non, c'est bon. AESH. Donc, n'hésitez pas à indiquer dans les différentes possibilités que je vous ai mises là, il y en a 8, pourquoi vous demandez l'aide humaine. Est-ce que c'est pour reformuler et expliciter les consignes pour un enfant qui a des difficultés en langage oral? Est-ce que c'est pour lui servir de secrétaire scripteur parce qu'il est trop jeune pour avoir un ordinateur et ses capacités motrices, en particulier motricité fine, ne sont pas suffisantes? Est-ce qu'on est plutôt sur de comportemental, c'est-à-dire pouvoir l'extraire d'une situation de crise, l'apaiser en cas de colère? Est-ce que c'est un lien social qui est nécessaire sur les temps méridiens ou lors des pauses de récréation? Est-ce que c'est l'aider dans la compréhension en lecture? Donc, ne pas hésiter à dire en quoi une aide humaine pourrait être intéressante pour l'enfant. Et il y a un petit tips, il y a 2 choses que je voulais vous préciser pour l'aide humaine. Vous savez qu'elle peut être mutualisée ou individuelle. N'allez surtout pas indiquer que vous pensez que c'est surtout une mutualisée ou surtout une individuelle qui va être nécessaire parce que là, vous allez les crisper. Ils vont dire chacun son job. Donc, vous pouvez demander une aide humaine, mais sans préciser individuelle ou mutualisée. Mais vous pouvez laisser comprendre qu'une individuelle vous semblerait pertinente si vous mettez une phrase de type « besoin d'une aide humaine constante et continue ». Ça, dans le langage MDPH, c'est le terme qui ouvre droit à une aide humaine individuelle.
Donc, il faut marquer besoin constant et continu. Sachant que les habitudes de la MDPH du 44, c'est de refuser toute première demande d'aide humaine. C'est bête et méchant, mais prévenir les parents. Et moi, je les préviens qu'il y aura besoin d'un recours. Et souvent, c'est accordé en recours quand c'est bien documenté. Mais que les parents ne s'arrêtent pas forcément à un refus quand votre demande est pertinente et documentée. Prévenez-les que vous les accompagnerez sur le recours et vous referez un petit courrier. Il n'y aura pas besoin de tout remplir de nouveau, mais vous les prévenez qu'il y aura forcément besoin de recours. Oui, Nicolas? Au sujet de l'aide humaine, Oui, quel distinguo tu fais en pratique entre l'individuel et la partagée? Est-ce que pour toi, il y a une vraie différence oui, de qualité oui. Alors, de qualité, d'accompagnement? non, parce que ça peut être la même personne. De temps et de Oui, disponibilité, oui. Dans l'aide mutualisée, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'attribuer, il y a une personne qui est dévolue à l'école sur un temps attribué qui va être dispatché entre différents élèves. Donc, avant, on marquait 3 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures semaine sur la notification. Mais voilà, ça pouvait être mutualisé au sein d'une même classe, donc 2 élèves en même temps qui bénéficient de l'accompagnement d'une personne, ou mutualisé sur plusieurs classes. Et donc là, l'aide humaine, elle jongle en fonction des plannings et des tâches sur chaque enfant. L'aide individuelle, maintenant, est identifiée comme un pourcentage de temps scolaire. Et donc, si elle est individuelle, c'est que c'est 75 à 100% du temps scolaire. Et elle n'est dédiée à aider qu'un seul enfant. mm, Donc, il y a une d'accord. durée de soutien qui n'est pas le même et il y a une personnalisation de l'accompagnement puisque c'est toujours la même personne. C'est rare hein, qu'on Merci. demande une aide humaine intense et continue. En règle générale, on fait ce qu'on peut avec une aide mutualisée. Ok, merci. Donc, dans l'encart retentissement sur la scolarité, c'est là que vous allez indiquer besoin d'une aide humaine en précisant pourquoi, dans quel champ l'aide humaine va pouvoir accompagner l'enfant. Et c'est là aussi que vous mettrez des parcours de scolarisation particuliers qu'on va détailler après. Si vous pensez que cet enfant relève d'une structure Ulysse, d'un IME ou d'un DITEP. Et moi, je mets systématiquement aménagement pédagogique dans le cadre du PPS. Parce que de toute façon, qu'il ait une aide humaine ou pas, il faut absolument que l'enseignant adapte sa pédagogie aux besoins de l'enfant. Donc, ça passe par des aménagements pédagogiques. Donc, il y a au moins toujours cette ligne-là, moi, dans mes certificats MDPH. Aménagement pédagogique dans le cadre du PPS. Oh là là, je vois que le temps tourne, je suis un peu plus lente que prévu. J'essaye d'accélérer. Sur la dernière page, en haut, ça peut être vierge, ça peut être vide, peu importe. Moi, j'utilise cet encart quand je sens que cet enfant, il donne son maximum. Je n'hésite pas à mettre enfant motivé, volontaire. Voilà, je mets une petite phrase qui laisse penser à mon ressenti par rapport à la situation. Et il m'arrive parfois, quand il y a des besoins financiers pour qu'on puisse mettre en place de la psychomote, de l'ergo, un soutien psychologique, un bilan neuropsy, de mettre besoin transitoire. C'est-à-dire que dans ces cas-là, la MDPH du 44, parfois, va considérer que l'enfant est en surhandicap pour 2 ans, ce qui ouvrira le droit aux aides financières, et que 2 ans plus tard, il y aura le même handicap, mais diminuera son taux de handicap pour fermer les aides financières. Je ne sais pas si je me fais comprendre par rapport à la subtilité. Parce que pour avoir des aides financières, donc l'AEH, il faut un taux de handicap à plus de 50%. Donc, il faut qu'il y ait un impact dans la vie familiale et sociale et scolaire de l'enfant. Parfois, ce n'est pas le cas. Mais on a besoin de rééducation qui ne sont pas conventionnées Sécu, donc il n'y a pas de prise en charge financière. Donc, j'essaye d'argumenter de manière transitoire à ce que pendant 2 ans, il y ait une aide financière qui soit allouée, quitte à ce qu'elle soit retirée après. OK? Je passe vite. Que demander? Alors là, je vous fais Ah, peur. pardon, Oui, j'ai Pierre. juste une question, pardon, bonjour, sur
L'aide financière concernant les adultes, du coup, vous nous avez parlé de la PCH pour financer la psychomotricité. Pas du tout. Est-ce que vous... Ok. Du coup, est-ce qu'il y a des... Réponse très provocatrice de ma part, excuse-moi. En fait, la PCH, c'est une prestation de compensation du handicap. Donc, il y a un cadre légal très précis et c'est pour des personnes qui sont en perte d'autonomie. Et l'autonomie étant évaluée sur les 5 critères de l'AGIR. Et donc, si pour un adulte, il a besoin de psychomotricité pour travailler sa motricité fine ou tout ça, c'est plutôt l'allocation d'adulte handicapé, l'AH, qui va être pertinente parce que ton patient n'est pas forcément en train de ne plus pouvoir marcher. Tu vois ce que je veux dire? Ok, mais du coup, oui, mais la hache, elle est quasiment, enfin, elle est très rarement attribuée et parfois enfin, la personne aurait besoin d'une psychomote, n'a pas les moyens et vous nous avez dit qu'il fallait solliciter la PCH pour ça. Ouais, Du mais la coup, PCH, en fait, c'est quelque chose de très cartésien. Et donc, si ta personne ne perd pas d'autonomie, tu n'auras pas de PCH. Par contre, tu peux ok, demander l'allocation d'adulte handicapé en le justifiant. Il peut avoir un problème de motricité fine, de graphie, qui ne le met pas en perte d'autonomie, mais qui nécessite une rééducation et un soutien financier. ok, Je ne sais pas si merci. tu vois la petite distinguo qui y est. C'est assez subtil, mais je pense que j'y reviens un peu plus tard. Je passe vite sur Ok, ça parce que c'est imbuvable. Les parcours de scolarisation, donc pour vous aider à remplir la partie scolarisation et des aides qui peuvent être demandées. Je vous ai rappelé rapidement le parcours de scolarisation classique, donc en milieu ordinaire, maternelle, élémentaire, collège, lycée, donc premier degré, second degré. Quelles aides on peut rajouter sur un parcours de scolarisation ordinaire? On peut demander un accompagnement matériel ou humain, donc l'aide humaine, ou l'aide par un outil informatique, ce qu'on appelle le MPA. Donc ça, c'est des choses que vous demandez dans votre petit encart scolarisation qu'on a identifié. Vous pouvez également demander des aides de type Ulysse, et ça aide également à indiquer, puisque c'est des notifications MDPH. Tout ça se passe en milieu ordinaire. Donc, l'enfant passe une scolarité normale en milieu ordinaire. Et il y a les aides liées au médico-social que je vais détailler un petit peu plus tard. Est-ce que vous êtes au clair sur les différentes aides qui peuvent arriver ou pas? Parce que j'essaye d'aller vite parce que je vois que le temps tourne. Si on prend le même schéma de manière différente, milieu ordinaire, donc parcours de scolarisation, on a son parcours de scolarisation que l'on peut aider, accompagné par les dispositifs Ulysse ou par des unités de soins médico-sociaux, le CAMS quand ils sont en maternelle, ou les CESAD un petit peu plus tard. L'ordinateur ne dépend pas de la MDPH. Vous pouvez être sollicité par des familles parce que l'orthophoniste ou la psychomote ou l'ergo ont dit il faut un ordinateur, remplissez-moi le dossier MDPH. Il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si la famille a les moyens d'acheter ou de mettre à disposition un ordinateur et de faire l'éducation avec l'ergo sur le plan financier, c'est un accompagnement de droit commun. Donc, on peut tout à fait, dans les aménagements pédagogiques, mettre un ordinateur sans passer par la MDPH. Ce qui va dépendre de la MDPH, c'est tout ce qui est PPS, donc les aménagements pédagogiques dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation. J'ai fait ce rappel puisque quels sont les aménagements pédagogiques, quel type d'aménagement pédagogique peut avoir un enfant? Il peut avoir un accompagnement complètement informel par un contrat factuel entre l'enfant et l'enseignant, c'est ce qu'on appelle le PPRE, le programme de personnalisé de réussite éducative. Donc ça, c'est vraiment entre l'enfant et l'enseignant, il n'y a rien d'officiel. Ce PPRE peut tout à fait se transformer en PAP, c'est-à-dire un plan d'accompagnement personnalisé,
à partir du moment où soit l'école, soit les parents le demandent. Et là, le médecin scolaire rentre dans la boucle. Et donc, c'est un document qui est validé par le médecin scolaire et ça se fait souvent en équipe éducative. Et si entre-temps, un dossier MDPH a été fait et l'enfant est reconnu en situation de handicap, ce PAP se transforme automatiquement, sans qu'il y ait rien à faire, en PPS. On vous demande parfois de remplir des PAI, ça c'est vraiment par rapport à une pathologie médicale, un traitement, un asthme, des allergies ou autre. C'est médical pur. Mais dans le champ des TND, on a le PPRE, factuel, informel, qui peut se transformer en PAP avec le médecin scolaire dans la boucle et qui se transforme automatiquement en PPS si la MDPH est dans la boucle. Alors là, je vais essayer de vous détailler un petit peu les aides qui peuvent être faites. À partir du moment où un enfant a un dossier MDPH, il va y avoir des équipes éducatives et des équipes de suivi de scolarisation. Et donc, il y a un enseignant spécialisé qu'on appelle l'enseignant référent qui va être dédié au parcours de cet enfant. Et donc, les familles peuvent tout à fait solliciter cet enseignant de référent pour toute difficulté qu'ils ont qu'a l'enfant au sein de l'école. L'AESH, on en a parlé, je passe vite, c'est des dispositifs qui sont en place depuis 2016. Les ULIS. Les ULIS, ce sont des dispositifs qui existent au sein des écoles, c'est-à-dire toutes les écoles n'en ont pas. Il y a des ULIS primaires, des ULIS collèges et même des ULIS lycées. Ce sont des structures à petit effectif qui comportent systématiquement un enseignant spécialisé et une AESH. Le principe étant que l'enfant aille en ULIS concernant les matières dans lesquelles il est en difficulté, donc ça peut être pour le français, l'histoire géo, par exemple, mais il sera scolarisé dans sa classe ordinaire pour les matières qui ne le mettent pas en difficulté. Donc, si en techno, en sport, en dessin, il n'est pas en difficulté, il sera dans la classe ordinaire et il basculera sur les temps de matières qui sont plus compliquées en ULIS ou pour les évaluations, où là, il y aura une pédagogie adaptée à ces difficultés par rapport à ce qui aura été identifié. On peut tout à fait demander que sur les temps en ULIS, il ait cette aide et que sur les temps d'immersion, il ait une aide humaine également. Vous pouvez tout à fait spécifier enfant ayant besoin d'être pris en charge en classe ULIS, mais avec une aide humaine sur les temps d'immersion. Ce sont des classes à petit effectif. Et donc, par contre, ça peut parfois nécessiter un changement d'école pour l'élève, parce que tous les établissements n'ont pas de classe ULIS. Est-ce qu'il y a des questions pour les ULIS? Souvent, c'est recommandé pour les enfants qui ont un décalage dans les apprentissages de plus de 1 à 2 ans, où on sait que la présence d'une aide humaine, même si elle est individuelle, ne permettra pas de rattraper cet écart. Pas de questions sur les classes ULIS? Autre dispositif que vous pouvez indiquer concernant les scolarisations, c'est pour les enfants qui en particulier sont en situation de refus scolaire anxieux, il peut y avoir une inscription au CNED, c'est-à-dire un centre d'enseignement à distance, encadré, officiel. Il faut que l'établissement soit d'accord, donc il y a une autorisation demandée au chef d'établissement et ça peut permettre de suivre une scolarisation, mais pas en établissement, mais à domicile. Ça peut faire partie des aides à solliciter. Donc, en termes de scolarisation, dépend de la MDPH,
la demande d'aide humaine, la demande d'aide technique si les parents n'ont pas de possibilité de payer un ordinateur. Et dans ces cas-là, la MDPH va donner une notification d'outils informatiques qui sera transmise à l'académie qui prêtera l'ordinateur. Vous pouvez également, dans cet item scolarité, demander une intégration à une classe Ulysse, que ça soit école, collège ou lycée. Est-ce que c'est plus clair sur ce que vous pouvez mettre dans la partie scolarisation? J'ai une question pour la classe Ulysse. Qui c'est qui décide donc du coup de mettre ou pas l'enfant en classe Ulysse? C'est la MDPH? Ouais. On ne peut pas aller en classe Ulysse si on n'a pas une notification Ulysse de la MDPH. Ok. Et après, c'est comme pour tout, c'est sous réserve de place. Oui, c'est en plus. Ouais. Bien dire aussi, parce que parfois, c'est pas clair. Quand il y a une notification Ulysse ou CESAD ou tout ça par la MDPH, c'est aux parents de faire la démarche derrière. C'est-à-dire que cette notification n'est pas envoyée aux classes Ulysse ou elle n'est pas envoyée au CESAD. Donc, bien préciser aux parents qu'ils ont une démarche à faire derrière, auprès des établissements concernés. D'accord. Donc ça, c'était par rapport à la scolarisation. Qu'en est-il par rapport aux services de soins que vous pouvez être amené à demander? Les CESAD. Est-ce que vous êtes au clair ou je refais un petit topo sur les CESAD? Les CESAD, ce sont des unités pluridisciplinaires de soins. Donc là, on n'est pas dans de la scolarisation, on est dans du soin, mais ça n'est déclenché que par une notification MDPH. Et cette unité de soins se déplace sur le lieu de vie de l'enfant, souvent à l'école, pour faire les rééducations. Donc, ça va concerner des enfants en situation de handicap, bien évidemment, qui ont besoin de plusieurs rééducations et d'une coordination entre celles-ci. Donc, un enfant qui, par exemple, a besoin d'orthophonie, de psycho et d'ergo, eh ben, il peut tout à fait être éligible à un CESAD. Sachant que ces CESAD sont répertoriés en fonction du trouble de l'enfant. Donc, il y a le CESAD trouble des apprentissages, à la page à Saint-Herblain. Il y a le CESAD trouble des fonctions cognitives. Il y a des CESAD sensoriels, s'il y a un problème visuel ou auditif. Il y a un CESAD moteur. Donc, vous, on ne va pas vous demander de les notifier, ces types de CESAD. Mais sachez que l'unité de soins, elle est identifiée par rapport aux troubles de l'enfant. Et il y a souvent beaucoup d'attentes, comme pour tout. Souvent, ça se chiffre en années, donc 2 à 3 ans. Donc, il ne faut pas hésiter quand vous sentez que la situation est complexe de l'enfant et que vraiment il y a besoin d'une coordination de plusieurs rééducations, à le demander précocement, puisque c'est 2 à 3 ans pour avoir une place en CESAD. Sachant que dans l'intervalle, quand il est notifié CESAD et que les parents ont fait le choix du type de CESAD, se met en place ce qu'on appelle le PCPE. Le PCPE, c'est quoi? C'est le pôle de compétences et de prestations externalisées, c'est-à-dire c'est une gestion de cette liste d'attente. C'est-à-dire pour éviter une rupture et qu'il n'y ait rien qui se passe pendant 2 à 3 ans, alors que par définition, la situation de l'enfant est complexe, il y a cette structure de PCPE qui prend le relais sur au moins 6 mois et il va y avoir un éducateur, il va y avoir un coordinateur et qui va faire le lien avec des prestataires libéraux avec une enveloppe financière pour pouvoir commencer certains soins en amont de la prise en charge CESAD. Vous n'avez rien à faire. Vous, tout ce que vous avez à notifier, c'est une demande de CESAD. Et le PCPE se met en place automatiquement pour l'aide sur le temps d'attente avant qu'il soit admis en CESAD. L'autre unité de soins que vous pouvez notifier pour l'enfant, si l'enfant est en situation de retard intellectuel, donc un diagnostic fonctionnel ou académique de déficience intellectuelle ou de trouble du développement intellectuel, l'enfant va relever d'un IME.
donc d'un institut médico-éducatif qui va comporter des unités d'enseignement dont la prise en charge va être régie par un PIA, c'est-à-dire un projet individualisé d'accompagnement qui est révisé tous les ans en fonction de la marge de progression de l'enfant. Et il peut y avoir un accueil de jour ou un accueil en internat pour proposer des séjours de répit un petit peu à la famille quand c'est compliqué. Et il peut y avoir des temps de scolarisation en milieu ordinaire en parallèle avec la prise en charge en IME. Donc, c'est vraiment une prise en charge à la carte pour des enfants qui ne peuvent pas suivre une scolarisation ordinaire, même avec toutes les aides dont on a parlé, mais pouvant maintenir 2-3 heures semaine, parfois plus, de scolarisation sur des temps plus ludiques. Et le reste des apprentissages se fait au sein de l'unité d'enseignement de l'IME. Donc, l'Institut médico-éducatif, plutôt pour des enfants qui ont un petit niveau intellectuel, entre 3 et 20 ans. À mettre en balance avec les ITEP, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Là, ça concerne les enfants de 3 à 20 ans aussi, mais qui sont plutôt impactés par des troubles du comportement qui perturbent leur sociabilisation et l'accès aux apprentissages. C'est le même type de fonctionnement qu'un IME, c'est-à-dire possibilité de demi-pension ou d'internat, avec possibilité de temps de scolarisation inclus. Et sinon, les apprentissages sont dispensés au sein de l'établissement. Donc, vous pouvez, sur votre dossier MDPH, mettre dans la partie soins, relève d'un IME ou relève d'un ITEP. Vous pouvez également mettre que l'enfant peut relever d'une UEMA ou d'une UEPA. Je suis désolée, hein, c'est l'avalanche des acronymes, mais vous aurez le PowerPoint. Et ça, c'est dédié aux enfants en situation d'autisme. C'est-à-dire que c'est des enfants qui pourraient être notifiés IME, mais qui ont une particularité, c'est d'être atteints d'autisme. Et c'est des unités spécialisées dans leur prise en charge, avec en maternelle des classes de 7 élèves, donc de 3 à 6 ans, qui ne peuvent pas être scolarisés sous d'autres régimes, mais il ne faut pas qu'ils aient des troubles majeurs du comportement. Et ces UEMA se transforment en U2PA quand l'enfant atteint l'âge primaire, où là, c'est des classes de 10 élèves de 6 à 11 ans. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a à peu près 364, c'est des dispositifs récents qui ont vu le jour à partir de 2014 pour les premiers. Et en France, il y a 364 unités élémentaires et 60 unités primaires. Voilà pour les points de la scolarisation en milieu ordinaire ou en milieu médico-social. Je pensais terminer sur les différents types d'aides financières que l'on peut demander. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, je continue à dérouler. Oui, moi j'avais une. Oui, Excusez-moi. vas-y, dis-moi, je vois Pascal. Non, c'est Marion qui ne. Ah ben voilà, j'ai un décalage sur mon affichage. Excuse-moi, Marion. C'est bon. Oui, moi j'ai juste une petite question parce que c'est vrai que toutes ces unités d'enseignement, moi ça me semble vraiment très. Est-ce qu'en pratique, nous, en médecine générale, on est amené à orienter nos patients vers ces unités-là? Je me sens pas du tout, moi, compétente pour orienter vers tel. Enfin, qui fait cette orientation? C'est pas. Alors, C'est pas souvent, vous êtes amené à faire le certificat médical, Oui, même s'il y a un suivi spécialiste. Et je vous Oui, d'accord. précise tout ça pour que vous puissiez avoir un certificat médical cohérent avec le courrier joint du spécialiste, par On exemple. sache, voilà, ce qui. Oui. Ouais. Si vous n'avez pas une formation de niveau 2 dans le champ des TND, vous allez être en difficulté et vous allez. Enfin, il n'est pas légitime qu'on vous demande de notifier ce type d'orientation. Mais D'accord. par contre, si l'enfant est en situation complexe ou très complexe, il y a forcément des spécialistes dans la boucle. Donc, il faut demander un courrier du spécialiste. Soit le spécialiste fait lui-même le certificat médical. Bon, ben voilà, problème réglé. Si il vous demande, parce que ça peut arriver, de remplir le certificat médical, mais qu'il y joint un courrier, ben, vous savez où mettre
les différentes demandes et argumenter les demandes du spécialiste. D'accord, merci. C'est juste un renfort. En ce qui concerne les aides financières, pour l'AEH, parce qu'il y a plein de dossiers MDPH que je récuse, moi, enfin les familles viennent me demander un dossier MDPH pour avoir une aide financière pour pouvoir faire de la psychomote. Si vous connaissez les critères d'attribution de l'aide financière, vous aussi, vous en refuserez. Donc, ce n'est pas la peine de passer du temps pour rien. L'AEH, en fait, pour le raisonnement de la MDPH, c'est est-ce qu'on est dans du handicap? Oui, parce que si on n'est pas dans du handicap, vous n'aurez pas, c'est pas la peine de le remplir. Si on est dans le champ du handicap et que effectivement il y a une entrave notable de plus de 50%, a fortiori 80% bien sûr, là il est légitime de demander une prestation financière. Votre père, pour savoir s'il a plus de 50%, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a un impact et familial et scolaire et surtout social aux difficultés de l'enfant. Si je veux transcrire mes propos de manière plus provocateur, c'est-à-dire qu'un enfant qui a un trouble des apprentissages scolaires avec une dyslexie, dysorthographie, même extrêmement sévère, il ne rentre pas dans les conditions d'avoir une entrave à la vie sociale de plus de 50%. Donc, ce n'est pas la peine de demander une AEH. Si votre enfant a un retard de langage, a du mal à communiquer aux autres et malgré tout rentre bien dans la lecture, dans l'écriture et donc n'a pas de difficulté d'apprentissage scolaire, mais que socialement il est impacté en termes de communication, là ça peut relever d'une aide financière. Un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme avec un retentissement social, familial et scolaire va relever de l'AEH. Est-ce que vous voyez la petite subtilité qui permet de savoir, vous, derrière votre bureau, si cette famille a des possibilités d'avoir une aide financière ou pas par la MDPH? Ce qui n'est pas très facile, c'est Pascal, qui n'est pas très facile, c'est les 50%. Enfin, du coup, c'est… Atteinte de deux champs ou plus. Trouble des apprentissages scolaires avec grosse dyslexie, ça impacte l'école, mais ça ne va pas l'impacter dans sa vie familiale ou sociale. Donc, on est à moins de 50%. Ok, il n'y a pas de demande par rapport à l'avis d'imposition de la famille ou il n'y a pas Du tout, ce n'est pas soumis aux conditions de ressources. Voilà. Du tout. C'est est-ce que les difficultés d'enfants impactent vie familiale, vie sociale, vie scolaire? Si vous en cochez 2 sur les 3, ou a fortiori les 3, là, il est légitime de demander une compensation financière. Donc, en gros, si je veux résumer, si c'est des troubles d'apprentissage scolaire, même très sévères, isolés, ce n'est pas la peine de demander. Okay. Si on est sur un TSA de degré moyen, si on est sur un trouble du langage sévère, oui, là, il est légitime. S'il y a un trouble des praxies, un trouble des coordinations, donc un dyspraxique avec un retentissement dans la vie quotidienne, oui, il est légitime de le demander. Pour le TDAH, la MDPH du 44 est très frileuse. Je ne sais pas pourquoi. En Vendée, ça passe facile. Mais une aide financière pour un TDAH, il faut qu'il soit très, très bien documenté et ça sera que pour des formes mixtes, c'est-à-dire la forme motrice associée aux difficultés attentionnelles. Une forme d'inattention pure n'aura pas le droit à une aide financière. Et donc, l'AEH, là je vous ai mis les liens pour pouvoir aller demander, avoir des documents supplémentaires. En 2024, la somme était de 149,26 € par mois. On ne va pas très très loin quand ça pour financer par exemple une prise en charge ergo, psychomote ou psycho, ça ne va pas aller loin. C'est pour ça qu'on a des cas de figure où on peut demander le complément d'AEH et non pas la PCH, pour rebondir par rapport à ce que disait Pierre tout à l'heure. Là, il faut demander l'AEH, il faut que la famille demande l'AEH et son complément. Qu'est-ce que le complément?
Le complément, en fait, c'est pour prendre en charge les frais supplémentaires qui ne seraient pas couverts par l'AEH. Ça va dépendre du temps passé en aidant familial. Donc, si par exemple, une maman ou un papa a diminué son temps de travail de 20% pour pouvoir prendre en charge les besoins de son enfant, ou s'il y a un emploi d'une tierce personne à plus de 8 heures semaine pour prendre en charge les difficultés de l'enfant, eh bien, il pourra prétendre au complément 2 de l'AEH. OK? Ce qui permettra de monter l'aide financière à 452 € au lieu des 149 de l'AEH seul. S'il n'y a pas d'emploi d'une tierce personne ou pas de diminution du temps de travail de la famille, l'autre modalité de raisonnement, c'est les frais qui sont engagés par mois pour la rééducation de l'enfant. Donc, en fonction du montant, donc il faut faire des devis. On demande à la psychomote de faire un devis pour sa prise en charge, à l'ergo, à la neuropsy, à la psychomote, ce qui donne un montant. Et en fonction du montant, ça peut ouvrir le droit à un complément 2, complément 3 ou un complément 4, ce qui permet d'avoir une aide mensuelle plus conséquente en fonction des besoins. Est-ce que ça vous semble clair? L'AEH n'est ouverte que s'il y a un taux de handicap de plus de 50%. Et une fois que ce taux de handicap à plus de 50% est identifié, il faut que la famille se pose la question de à combien se montent les frais engagés liés au handicap, donc première ligne de raisonnement, ou combien de temps nécessite de prendre en charge cet enfant, soit sur une diminution de temps de travail qui doit être documentée sur un contrat, une modification de contrat de travail, ou sur un temps d'emploi d'une tierce personne pour aider cet enfant. Et en fonction de ça, il y a un tableau qui permet d'augmenter les aides financières. Donc, ça se fait en 2 temps, AEH et complément. Et ça, ce n'est pas la PCH. À ces chiffres, si vous êtes face à une maman ou un papa isolé, il y a des aides supplémentaires qui peuvent être accordées. Ceci est à mettre en balance avec une autre aide financière qui peut être sollicitée, mais qui ne dépend pas de la MDPH, c'est l'AJPP, l'aide à la présence parentale. Ça vous parle, ça? Cette aide est en fait délivrée par la CAF. Et certaines, c'est souvent les mamans, mais pas forcément, peuvent demander de se mettre en dispo, entre guillemets, pour présence parentale. Et donc, la CAF délivre dans ces cas-là un certain montant mensuel. Et donc, c'est à mettre en balance entre le montant de la JPP et le montant de l'AEH plus complément parce qu'ils ne sont pas cumulables. Mais ça peut être une autre ligne d'aide financière que vous pouvez proposer à vos familles. Et c'est à distinguer de la PCH qui va être en rapport avec une perte d'autonomie absolue par rapport à une activité ou grave par rapport à 2 activités identifiées. Et donc, la PCH va couvrir des aides techniques, un fauteuil roulant par exemple, les aménagements du logement, une douche aménagée pour une personne en perte de mobilité, une aide pour les transports, une présence humaine des auxiliaires de vie ou des aides-soignantes, ou la présence d'un animal, par exemple sur une personne aveugle, l'aide animalière va être prise en charge par le PCH. Mais on est vraiment sur une perte définitive absolue d'une fonction. Donc, dans les TND, il n'y a jamais de PCH qui est demandé. Et je pense que pour les adultes, c'est important de faire la distinction entre l'AEH ou l'AAH et la PCH. C'était pour rebondir sur ton intervention de tout à l'heure, Pierre. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Ouais, si, mais je vérifierai, mais pour moi, j'ai vu
des choses passées sur la PCH pour motif psy, justement, qui est quelque chose de plus récent, fin 2023. PCH pour les personnes atteintes de troubles mentaux, psychiques, cognitifs ou du neurodéveloppement. Et ça, c'est mon handicap.gouv.fr. Du coup, alors peut-être que c'est pas le Faudra cas pour les enfants, mais je creuse parce qu'en fait, cette slide-là, je l'ai fait avec Denis Jovziak, qui est un des médecins de la MDPH, mais je l'ai fait il y a un an, donc peut-être que effectivement, ou un an et demi. Donc peut-être à creuser. Je vais creuser aussi de mon côté pour voir au niveau ok. adulte si effectivement je dois tempérer mes propos. Et puis, Merci. bon, ça va pas trop. Hors MDPH, qu'est-ce que donc vous pouvez aller solliciter? Il faut savoir que, et je terminerai par ça, que de droit commun, certaines mutuelles peuvent accorder annuellement un certain nombre de séances de rééducation, psychomote, ergo. Donc, pas hésiter à encourager les familles à voir en fonction de leur régime de mutuelle s'ils ont des aides. Pour les salariés, certains comités d'entreprise ont également parfois des petites enveloppes par rapport à ça. Les espaces départementaux des solidarités, donc là, il y a la PMI jusqu'à 6 ans, mais même après, on peut parfois obtenir des enveloppes d'aide financière quand les besoins de soins sont justifiés et documentés. Il y a l'AJPP dont je vous ai parlé. Si la famille, si l'un des parents est fonctionnaire de la fonction publique, il y a des aides spécifiques qu'ils peuvent solliciter. Donc, c'est rare, mais bon, voilà. Et surtout, je voulais insister sur ce qu'on appelle les prestations exceptionnelles de la CEPAM, qu'on appelle également prestations extralégales. Est-ce que vous les connaissez, ça, celles-ci? Non? Ce sont une aide ponctuelle en one shot que la CEPAM peut étudier quand il y a des besoins particuliers. C'est soumis aux conditions de ressources, contrairement aux aides de la MDPH qui ne le sont pas. Mais si effectivement le quotient familial le permet, il y a un dossier que vous pouvez télécharger sur Internet, mais je peux aussi vous le forwarder si vous le désirez pour la CEPAM du 44. Qui récapitule les pièces à fournir. Donc, il y a documenté les conditions de ressources. Il faut l'ordonnance médicale des soins pour les justifier et les devis des professionnels non conventionnés, donc psychomote, psycho, ergo, neuropsy. Et à l'étude du dossier, la CEPAM peut dégager une fois tout ou partie des montants qui sont avancés si elle le trouve justifié. Et la réponse est donnée en 2-3 mois. Donc, c'est plus rapide qu'un dossier MDPH. Donc, il m'arrive parfois de remplir un dossier MDPH avec des demandes d'aide financière et que dans l'intervalle, je dégaine, par exemple, ces prestations exceptionnelles puisqu'elles vont, le temps que la MDPH réponde, on peut avoir des bonnes surprises et avoir la CEPAM qui alloue une certaine somme pour pouvoir mettre en place les rééducations. Pardon. Et la JPP, donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est 64,54 € par jour et dans la limite de 22 jours par mois. Et ça ne peut être demandé, c'est demandable par tranche de 6 mois, donc on vous demande de remplir un certificat et c'est sur 3 ans maximum. Donc, il y a un calcul à faire pour les familles, savoir ce qui est le plus intéressant. Et ce n'est pas cumulable avec certaines des aides de la CEPAM, de la MDPH, pardon. Il faut pour avoir le droit à la JPP, il faut avoir cessé son activité professionnelle et que la situation médicale de l'enfant le justifie. Oui, Marion, excuse-moi, je n'ai pas vu. Non, je viens juste de lever la main. Oui, je crois qu'on n'est pas obligé de cesser son activité à 100%. Ça peut être, c'est par demi-journée. Mais par contre, pour information, c'est pas cumulable aussi si on a déjà des aides de la CAF, par exemple, des parents qui se mettent à temps partiel pour à l'arrivée d'un enfant. Des fois, les parents qui peuvent demander un temps partiel ne peuvent pas aussi demander des demi-journées d'AJPP.
puisqu'ils à sont fait. déjà considérés comme étant à temps partiel, donc ils ne peuvent pas cumuler. Tout à fait. Et ça n'est pas demandable si la personne est en situation de chômage, arrêt maladie, accident. Il y a des restrictions, effectivement, mais ça concerne aussi les temps partiels, oui. Nicolas? Oui, c'est une remarque sur tout à l'heure. Sur les prestations exceptionnelles de la CEPAM, moi, ça me faisait penser aussi à ce que propose chez l'adulte des financements pour l'APA, activité physique adaptée. Oui. Certaines fois, j'ai déjà fait proposer par des médecins conseils de la CEPAM une participation à des activités sportives sous forme d'APA financées par la CEPAM. Je pense que c'était ces enveloppes-là, un peu exceptionnelles. Oui, je pense aussi. Mais c'est Ça du ressemblait à one ça, shot. je trouve. Tu ne peux pas les demander 2 fois. Ouais. Donc, pour nos enfants TND, on s'inscrit quand même dans la continuité, bien voir quand est-ce qu'on les demande. Mm. Moi, souvent, je le fais quand on est sur une mise en place de compensation, par exemple, avec un ordinateur ou quoi que ce soit, et je fais mettre le devis de l'ordinateur sur la recommandation de l'ergo dans cette demande de prestat extra-légal. Y a-t-il donc ça c'était la particularité de la fonction publique où il peut y avoir des aides qui peuvent être activées si les parents sont fonctionnaires et on n'y pense pas forcément tout le temps. D'un montant correct, enfin 183 € par mois. J'ai perdu ma souris. Hop. Voilà pour ce webinaire. J'espère que ça correspondait à votre attente. Y a-t-il des questions? Ouais, 14h06, je pensais que j'aurais un petit peu plus de temps pour un temps d'échange. Nicolas, ta main est toujours levée. Ouais, en fait, pas franchement de questions, mais juste une remarque pour dire que, en fait, ce webinaire sur le remplissage de NDPH permet quand même de faire un sacré coup une revue de l'ensemble des problématiques, des dispositifs, des aides, et je trouve que ça va même au-delà du titre de MDPH, de Oui, MDPH et TND, je trouve. C'est oui. intéressant. Bah, c'est Donc, pour ça, super. j'ai longuement hésité à le nourrir parce que j'aurais pu faire que la partie MDPH, mais on évoquait des choses et parfois on ne sait pas de quoi on parle. Mais j'ai un format de présentation aussi qui est beaucoup plus tranquille sur tout le parcours de scolarisation, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas évoquées avec vous, des aides. Donc il y a aussi, enfin, je peux aussi vous renseigner sur d'autres choses encore plus complémentaires. Là, j'ai été à l'essentiel. Mais c'est peut-être trop dense. Est-ce que tu trouves que c'est trop dense en 1 h 30? Ah non, non, je trouvais ça super intéressant, parce qu'au contraire, on a Ok. plein d'infos, et à la fois pour remplir le dossier, puis aussi pour appréhender les prochaines consultes, je trouve. Et Parce que- je suis peut-être arrivé un petit peu décalé au départ, mais ce que tu disais, c'est que bon, bah, tout ça, ça nécessite de l'expertise, mais bon, bah, on est un peu en train d'essayer de bah, se de l'acquérir. upgrader en ce moment. Ouais. Voilà, mais il y a aussi du temps, et effectivement, le temps et les financements même de notre côté. Et donc, tu proposais donc de faire, si j'ai bien compris, de décliner ça en deux consultations, Oui, une de pré-remplissage, là, le 6902, la LQP, et puis oui. une autre du MPH en présence des parents et du papier, c'est ça? C'est ça, parce que je trouve que lors de la première consultation, ben, on plante le décor. Vous voyez les pièces qui manquent, en particulier des comptes rendus, parce que, comme je l'ai dit, un certificat médical qui est envoyé sans les comptes rendus, il est retaclé directement. Donc, petit post-it pour que les parents n'oublient pas de ramener à la deuxième consulte les comptes rendus. Donc, au moins, vous êtes sûr qu'ils vont y être joints. Et puis, insister sur l'importance de la qualité de cette page 7 de la vie quotidienne de leur dossier administratif. Et souvent, je leur demande de m'amener tout à la deuxième consulte, ce qui me permet de jeter un petit coup d'œil sur ce qui est mis pour voilà, que les choses soient cohérentes et de leur faire remplir le petit encart en bas de la page 1 pour que vos demandes soient cohérentes par rapport à leurs demandes. Donc, je trouve qu'en 2 temps, ça permet d'éviter certains écueils. Et puis, enfin, avoir 2 consultations vu le temps qu'on y passe, ça me semble pas aberrant, quoi. OK. Est-ce que je clôt? Y a-t-il d'autres questions ou est-ce que je vous
souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup. De rien. Et donc, Nicolas se chargera de vous rebasculer le topo. Et s'il y a besoin de quoi que ce soit, en plus, n'hésitez pas à me demander des petits compléments. Je suis à votre disposition. Merci pour votre présence, en tout cas. Au revoir. Merci, bon après-midi. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.